Quelques tirs sporadiques d'armes lourdes signalés ce matin à Abidjan. Les forces d'Alassane Ouattara attendent de donner l'assaut contre les derniers bastions du président sortant, Laurent Gbagbo, qui résiste farouchement dans l'ouest du pays. Selon l'ONU et plusieurs ONG, la prise mardi dernier de Douékoué par les partisans d'Alassane Ouattara a fait, selon les sources, entre 330 et 1 millier de morts ou disparus. Va-t-on enfin comprendre ce qui s'est passé lors de la catastrophe du Rio-Paris d'Air France le 1er juin 2009 qui avait fait 228 morts? Une grande partie de l'épave de l'avion a été localisée au fond de l'Atlantique. Il y aurait les moteurs et certains éléments de la voilure et les enquêteurs espèrent mettre la main sur les fameuses boîtes noires. La ministre de l'écologie et des transports a salué une avancée essentielle. Vers un nouveau mode de calcul des tarifs du gaz après la récente flambée des prix, le gouvernement envisagerait aussi par ailleurs de taxer les distributeurs pétroliers pour juguler la hausse des carburants à la pompe. Des décisions sont attendues dans les jours qui viennent. Voilà, nous allons faire à présent un point complet sur la situation en Côte d'Ivoire. Nous accueillons sur ce plateau Laurent Despas, bonjour, journaliste, directeur de Coassi.com. On vous a entendu à plusieurs reprises sur notre antenne, vous étiez encore à Abidjan. Ces derniers jours, vous êtes rentré vendredi. William Spindler, porte-parole du HCR. Et puis nous allons accueillir dans quelques instants Toussaint Alain, conseiller de Laurent Gbagbo auprès de l'Union européenne. Tout d'abord, Laurent Despas, donc vous vous êtes rentré vendredi. Vous connaissez bien la Côte d'Ivoire, vous y résidez depuis plusieurs années. Est-ce que vous avez été surpris par l'avancée des hommes de Ouattara et par la résistance de Laurent Gbagbo? Bien évidemment, il faut dire que les FRCI ont eu ce ralliement donc, des FDS, de l'armée républicaine de Côte d'Ivoire. Donc évidemment, c'était plus facile pour eux de progresser sur le terrain. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, Abidjan, c'est la zone que gère Gbagbo depuis 12 ans. Il connaît le terrain, ces hommes connaissent le terrain. Ça ressemble un peu à un fort à l'AMO. Donc bien évidemment, ils résistent. Jusqu'à quand, c'est la grande question. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les FRCI, ces forces, arrivent un peu de partout de la Côte d'Ivoire, ne connaissent pas forcément la capitale d'Abidjan. Donc il faut mobiliser tout le monde, stratégiquement positionner tout le monde pour ne pas faire n'importe quoi. Parce que l'objectif est toujours de récupérer Laurent Gbagbo et ce vivant. Et vous avez décidé de quitter Abidjan parce que la situation devenait trop dangereuse? Pour ma part, oui, c'était une raison personnelle. J'étais soumis à des menaces de mort et déjà j'ai été victime de 4 agressions en tant que blanc en Côte d'Ivoire. J'ai failli mourir une fois. Bref, j'ai choisi de partir. C'était difficile pour moi. En plus, je vis juste à côté du palais, donc le palais présidentiel qui est situé au plateau. Donc cette zone aujourd'hui qui est là aussi un des 2 bastions de résistance donc du camp Gbagbo. Parce que vraiment, aujourd'hui, on sait que Laurent Gbagbo, même si on ne l'a pas vu, on ne sait même pas où il est, quelqu'un qui est habitué à constamment parler, on ne sait même pas s'il est encore en Côte d'Ivoire d'ailleurs. Mais en tout cas, les 2 endroits de résistance sont Ce serait difficile en tout cas pour lui de quitter le pays puisque toutes les frontières aériennes, terrestres et maritimes ont été fermées. À ce jour, mais il se peut qu'il ait quitté avant. On a vu, moi je vis juste en face de la lagune, on a vu des hors-bords avec des commandos s'entraîner depuis des semaines, passant toute allure sur la lagune. Donc derrière le palais présidentiel, il y a une base nautique, donc il aurait pu fuir. On sait qu'il y a un bateau sud-africain qui croisait dans les eaux ivoiriennes. Donc c'est possible, c'est plausible. C'est pour ça, ce qui expliquerait qu'il n'ait pas pris la parole. On avait annoncé un grand discours de Laurent Gbagbo la semaine dernière, jeudi. Bon, il n'est pas apparu à l'antenne. Ça pourrait être une explication. Mais bien évidemment, et encore, vous dites jeudi, ça fait des semaines qu'on attend Laurent Gbagbo. Depuis les injonctions de l'Union africaine, il n'a pas parlé. Alors c'est quelqu'un qui d'habitude parle constamment. Et en période de guerre où la propagande est forte, pour sa propre résistance, il devrait prendre la parole. Mais s'il avait quitté Abidjan, comment expliquer cette résistance farouche de ses partisans actuellement? Alors ça peut être stratégique. Là encore, sa fuite est une simple hypothèse. Ça peut être stratégique, ça peut être une diversion. En tout cas, c'est un camp qui est habitué à jouer de l'intox et de la diversion. Donc en tout cas, aujourd'hui, on ne l'entend pas, on ne sait pas où il est. Et quelqu'un qui est autant habitué à prendre la parole devrait, même pour ses partisans, au moins faire un signe de vie. Alors Alain Toussaint vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de Laurent Gbagbo auprès de l'Union européenne. On s'interrogeait à l'instant sur la présence de Laurent Gbagbo encore dans son palais présidentiel à Abidjan. Rumeur de fuite, est-il toujours dans son palais? Est-ce que vous avez pu avoir un contact récemment avec lui? J'ai eu le président hier après-midi. Il est à Abidjan. Il est toujours à Abidjan? Oui, naturellement. Il est à la résidence du chef, du chef de l'État. Vous savez, il y a 2 lieux symboliques. Il y a le palais présidentiel qui est au plateau et la résidence du chef de l'État qui fait un peu office de l'Élysée. Et pourquoi on ne le voit plus à la télévision? On ne l'entend plus. Le président de la République devait faire une déclaration il y a 4 jours et c'est à cette période-là, c'est cela que l'émetteur de la RTI a été endommagé à la suite de combats. Donc, naturellement, il n'y avait pas de canaux
de diffusion du message. Donc le message a été reporté, mais il s'adressera Mais la télévision a été reprise là par les partisans de Laurent Gbagbo. Naturellement, mais vous savez, nous sommes dans une période où il faut également gérer la parole présidentielle. Il y a des membres du gouvernement qui sont au contact quotidien avec la population. Il y a d'autres responsables politiques qui sont en relation avec les Ivoiriens et il faut les rassurer. Et il est prêt à résister encore longtemps ? Mais naturellement, il n'a jamais été question de fuite ou de démission. Alors, avec quels moyens ? Sans langue de bois, en disant la vérité, toute la vérité, c'est la question que je vous pose aussi, Laurent Despas. Quelles sont les forces en présence ? De quelles troupes dispose encore Laurent Gbagbo face à lui ? Bon, on a un petit peu vu ce qu'il y avait, mais qu'est-ce qu'il lui reste comme homme pour faire face ? Vous savez, on a parlé des défections au sein de l'armée ivoirienne, mais je pense qu'il s'agissait là d'effets d'annonce, puisque depuis hier soir, le général Mangou, qu'on avait dit être réfugié à l'ambassade d'Afrique du Sud, s'est entretenu avec le président Gbagbo. Il est revenu. Et il reprend toute sa place dans le processus de libération de la Côte d'Ivoire. Il y a le général également Kassaraté, dont on disait qu'il avait fait défection, qui en réalité mène également les opérations sur le terrain. Et ces hommes-là, ces officiers, ont des troupes. Mais bon, rester fidèle, c'est une chose. Avoir des troupes qui vous obéissent, c'en est une autre. Une majorité, pour ne pas dire l'écrasante majorité des soldats ivoiriens, restent fidèles. Appel a été lancé avant-hier à la télévision nationale demandant aux militaires de rejoindre leur base. Et je peux vous confirmer ici que la réponse a été très positive et que l'armée est en ordre de bataille, si bataille il y a. Mais nous, ce que nous souhaitons, c'est la paix. Il faut qu'on sorte de cette impasse par la négociation, par la discussion. J'ai eu le président Gbagbo, s'il vous permettez. Oui, il est dans de bonnes dispositions d'esprit. On parle de résistance parce que nous sommes agressés par une coalition militaire, les rebelles ivoiriens de M. Ouattara, des soldats français, des soldats ouest-africains et même des bérets verts américains. Donc c'est une guerre internationale qui va au-delà du simple contentieux post-électoral. Alors Laurent Despas, sur ce point de vue du journaliste, donc, quelles sont les forces en présence ? On a parlé des forces de Ouattara face à lui. Bien évidemment, Laurent Gbagbo a la garde républicaine qui combat actuellement. Il a effectivement des soldats c'est une guerre, donc il y a ceux qui ont pris le camp de Ouattara, ceux qui ont pris le camp de Gbagbo. Monsieur Toussaint fait la propagande du camp Gbagbo, donc c'est normal qu'ils disent que tout le monde est avec Gbagbo, mais sur le terrain, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a deux fronts qui sont localisés, qui sont confinés, et on est proche, en tout cas d'une mesure du terrain de la part des forces pro-Ouattara qui s'apprêtent à donner un assaut. Et bien évidemment que tout le monde a un peu à peur. Beaucoup de gens n'ont pas envie de mourir pour Laurent Gbagbo ou pour Alassane Ouattara, donc ce qui fait que beaucoup de gens de l'armée légale aujourd'hui sont plutôt planqués plutôt que sur le terrain des opérations. Alassane Ouattara avait demandé en tout cas que Laurent Gbagbo soit vivant. Oui, bien évidemment, parce que la volonté du camp Ouattara est de livrer Laurent Gbagbo à la justice internationale et de ne pas en faire un martyr. Laurent Gbagbo est un historien qui n'aura pas eu un bon bilan, 12 ans catastrophiques au sein de la Côte d'Ivoire, en amenant un pays à la radicalisation, au racisme, au nihilisme. Moi-même, j'en étais victime. Et donc, bien évidemment que le camp Ouattara, l'ordre est donné de ne surtout pas tuer Laurent Gbagbo s'il le trouvait, de l'avoir vivant de façon à le livrer normalement dans cette démarche de la communauté internationale que M. Toussaint indiquait à la justice internationale et de clore définitivement le chapitre ivoirien. Avant de parler des massacres, parce que c'est un autre aspect ô combien important, est-ce que les Français ou les binationaux qui résident en Côte d'Ivoire peuvent craindre pour leur sécurité ? Le gouvernement ivoirien garantit la sécurité des ressortissants français. On a eu des témoignages qui ne prouvaient pas forcément que c'était le cas. Faux. Écoutez, monsieur, si vous le permettez... Oui, j'en étais victime. Donc, je ne sais pas, vous résidez sûrement à Paris, moi je suis à Abidjan. Moi, on m'a frappé en 4 fois, on m'a arrêté, la police m'a frappé, vos patriotes m'ont lynché, m'ont macheté devant tout le monde, devant des témoins. Donc, arrêtez votre propagande. C'est une insécurité totale en Côte d'Ivoire. L'anarchie est partout. Ça tue à tout va. Il y a des balles perdues dans tous les sens. C'est vraiment, je le répète, l'anarchie. Donc dire que quelqu'un contrôle la situation, c'est faux. Dire que Laurent Gbagbo protège les Blancs ou les Libanais ou les binationaux, c'est faux. Au contraire, il y a une vraie haine. Je le dis vraiment sincèrement parce que j'en étais victime. Une vraie haine des Blancs, de tout ce qui peut ressembler à un Européen, de tout ce qui peut ressembler à autre que eux-mêmes. Donc ça, c'est dangereux. Comme je dis, on aura aujourd'hui vécu cette montée de la radicalisation en Côte d'Ivoire qui fait en sorte, qui donne beaucoup, en tout cas, d'interrogations sur son devenir. Parce que véritablement, est-ce que je peux parler ? Vivre dans ces conditions, c'est difficile. Allez-y, Alain, tout ça. Finalement, c'est notre ami qui fait de la propagande. Je pense qu'il faut être raisonnable. Vous savez, il y a un ressortissant français qui a été assassiné, Philippe Raymond, par les rebelles de M. Ouattara.
Et le Ayam gouvernement Sokro. Ayam Sokro, Montrer des preuves. ce monsieur, Arrêtez. la preuve c'est qu'il est mort. Oui, mais Il est pourquoi mort. vous dites que c'est Vous- des gens de Ouattara arrêtés Bon, en tout cas, il y a des ONG rétrograde et pour l'ONU dire des qui ont Voilà, parlé de qui ont parlé massacres de dans massacres. l'ouest du Alors, pays, notamment donc, lors de la prise de sur la la ville de sécurité, Douekoué. sur la sécurité des Français, la responsabilité du gouvernement ivoirien est de faire en sorte que ces personnes qui sont sur notre territoire ne soient pas atteintes dans leur intégrité physique et matérielle. Il est Enfin, il y a le important. discours, puis la réalité à Non, côté. non, 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 je vous le dis. Non. La Le rétrograde, pour dire responsabilité des du conneries. président Gbagbo est de garantir la sécurité des Mais ressortissants étrangers et Vous naturellement de ne la population pouvez pas ivoirienne. nier sur non le plus que territoire la complètement. ville est en ce moment livrée au pillard aussi. Ils sont à Madame, Abidjan. complètement. Lorsque M. Ouattara fait débarquer ces milliers de mercenaires à Abidjan, vous savez, le premier acte qu'il pose, c'est d'ouvrir la prison de Yopougon. 6 000 prisonniers sont dans la nature parce que M. Ouattara a besoin des mains pour tenter de renverser le pouvoir. C'est un acte criminel. 6 000 assassins jetés dans la nature, armés, qui se livrent à des pillages dans Abidjan. C'est aussi la réalité. Et Bon, notre mais- ami qui semble connaître Abidjan, moi je suis arrivé d'Abidjan il y a quelques jours, je réside à Abidjan. Je suis... Mais moi aussi, oui. Voilà, donc... Bon, vous parlez comme bon. ça parce que nous sommes en France, mais si on était à Abidjan, déjà vous m'aurez dit sale blanc, vous les blancs vous vous taisez, donc on connaît votre discours, on en a ras-le-bol. On va- On va parler le temps malheureusement file. William Spindler, vous êtes porte-parole du HCR. On a parlé de massacres dans l'ouest du pays. Informations extrêmement contradictoires. On a du mal à y voir clair. Est-ce que vous avez des informations précises sur le nombre de victimes et éventuellement sur les personnes qui auraient perpétré ces crimes? Non, je n'ai pas cette information, mais on était choqués par le nombre de victimes. C'est vraiment choquant. Et on a envoyé une équipe de HCR. On s'occupe bien sûr de la réponse humanitaire. On est là pour voir la situation de quelques 40 000 déplacés internes dans la région de Douekoué. Et on était aussi choqués par les conditions dans lesquelles cette personne se trouve. Il n'y a pas de vivres, et il n'y a pas de médicaments. Alors on redoute une crise humanitaire dans tout le pays. Mais vous savez si c'est plutôt proche des... On a eu 3 versions en fait. 150 victimes, 350, ou bien 1000. On est plus proche, d'après vos informations, de quel ordre de grandeur? Je n'ai pas d'informations spéciales. J'ai la même information que vous, qui vient des médias. Mais c'est clair qu'il faut faire une enquête pour établir les faits, qu'est-ce qui s'est passé, qui est responsable. Et là, a priori, ce seraient les combattants d'Alassane Ouattara qui seraient soupçonnés de ce massacre. Je n'ai pas d'informations sur ça. Bon, en tout cas, c'est visiblement les informations qui nous transparaissent remontent. pour Est-ce que l'instant. vous avez des informations sur ce point? C'est quand même une zone c'est une guerre. Ce qui se passe à Douekoué, il y a eu une guerre, il y a des combats, il y a des milices, il y a des forces qui se sont affrontées. Donc bien évidemment, il y a des morts, bien évidemment, il y a eu des victimes sûrement civiles. Et c'est une zone qui est depuis des années